Bonsoir et bienvenue. L'invité de ce numéro de Surface de Vérité, son parti a géré le pouvoir d'État, son parti l'a perdu, son parti tente de reconquérir le pouvoir d'État, mais sur le chemin de Kosiam, il y a trop d'embûches. Le parti vit sa crise à l'intérieur, justement, parce que le temps est passé où le candidat naturel était déjà connu, bien sûr, Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il faut passer par des primaires puisqu'il y a beaucoup d'appétit. Vous l'aurez deviné, c'est le président du CDP, Eddy Kombouego, qui est dans le fauteuil blanc. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Alors, les primaires du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, c'est une première, non, pour le Burkina. Est-ce là une traduction de la vitalité démocratique au sein de votre parti ou tout simplement la conséquence de la crise que traverse le parti? Non, c'est une première au Burkina, pas seulement au Burkina, en Afrique de l'Ouest et même en Afrique, que l'on voit un grand parti s'organiser et passer par des primaires pour élire ses dirigeants et aller même aux élections à l'élection présidentielle. C'est une démocratie qui s'approfondit suite aux événements des 30 et 31 octobre. Nous l'avons si bien dit que le CDP a tiré les leçons. Et le CDP a une nouvelle vision. Une vision qui travaille à renforcer la démocratie en son sein. Et certainement, si le CDP a la confiance du peuple burkinabé, il va encore montrer que c'est un parti démocratique. Il va encore enseigner la démocratie et approfondir la démocratie au Burkina Faso. C'est un couteau à double tranchant, non? Il y a aussi que ces primaires donnent lieu aussi à une autre crise à l'interne. Pourquoi ce serait une crise? S'il y a une crise, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas accepter la démocratie. Nous acceptons les crises pour que la démocratie puisse s'approfondir. Après la crise, la démocratie triomphe toujours. On a beau mentir, la vérité toujours finit par sortir, comme on le dit à Morée. Donc nous avons choisi d'être démocrates. Notre nom, notre dénomination fait sortir la démocratie. Un congrès pour la démocratie et le progrès. Donc il n'y a pas de raison que l'on ne construise pas chaque jour. C'est un processus et ça demande du temps. Et nous allons faire notre partie de démocratie, notre part de démocratie. Et après nous, d'autres viendront encore d'approfondir. C'est à l'honneur de notre parti, à l'honneur de ses fondateurs et de ses initiateurs, et à l'honneur du Burkina Faso. Ce chemin vers l'enracinement de la démocratie à l'interne n'est pas du tout aisé, c'est parsemé d'embûches, comme je l'ai dit tout à l'heure. La rencontre du 29, par exemple, qui a en tout cas entériné cette directive, on a oui dit que c'était une rencontre très chaude, justement, qui allait sonner l'explosion, tout simplement. Tous les protagonistes étaient-ils là? Tout le monde était d'accord? Il y a eu consensus finalement? Pas du tout. Et tous ceux qui disent tellement de choses sur le CDP ne savent pas vraiment ce que c'est que le CDP. Lorsque nous avons reçu les observations du fondateur, nous sommes convenus de convoquer un bureau actif national pour adopter nos BN, un bureau actif pour adopter cette directive. Mais nous l'avons lu, nous avons lu la directive de A à Z et nous avons soumis aux observations de l'ensemble des membres du BN. Il faut dire qu'il y avait 86 présents, quelques excuses, et donc c'était un nombre. Le quorum était largement atteint. Il a été adopté à l'unanimité des 86 présents. Et nous avions, pour éviter toute contestation, souhaité qu'un huissier puisse rester dans la salle et observer. Et le secrétariat général en a fait un rapport, et le huissier également.
en a fait un rapport. Ce qui fait que nous sommes ressortis, tout le monde était heureux, on s'est donné des accolades, et ce qui prime pour le CDP. Tous les protagonistes étaient là? Qui est-ce que vous appelez protagoniste? Ceux quand même qui, à un moment donné, ont contesté un peu votre gouvernance. Je ne vois pas qui a contesté ma gouvernance. Kwanda, par exemple. Kwanda Mamadi était là. Il nous a même félicité pour cela. Des députés comme Zungrana, Yahya Zungrana. Yahya Zungrana était là. Il a voté pour. J'ai dit sans abstention. C'est ça le CDP, c'est ça la force du CDP. Par acclamation? Ils l'ont acclamé également. Il n'y a pas eu d'abstention, encore moins de contre. C'est à l'unanimité que nous avons adopté la directive. Du coup, tout le monde est d'accord pour cette directive, c'est bien ça. Alors, la directive justement, qui porte modalités et critères de désignation du candidat de votre parti, je précise que les dépôts de candidature ont commencé depuis le 3 mars, c'est bien ça, jusqu'au 17, c'est bien ça? Non, pas du tout. Nous avions proposé, il y a eu des propositions pour qu'on puisse ouvrir les candidatures à partir du 3, mais la communication n'était pas cela. La directive dit qu'elle rentre en vigueur 7 jours après sa signature. Elle a été signée le 29, donc elle ne peut rentrer en vigueur qu'à partir du 8. Nous comptons le 1er jusqu'au 7, ça fait le 7e jour. Le 8 qui est un dimanche. Le 8 qui est un dimanche, que ça rentre en vigueur. Et nous avons, à partir de là, un communiqué serait fait et une proposition pour qu'à partir du 10, on puisse recevoir les candidatures. Mais je pense que nous avons convoqué également un bureau actif national le 9 pour amender le communiqué qui doit être donné par le président du collège électoral. D'accord. Donc, les candidatures qui seront donc ouvertes à partir de la semaine prochaine, justement. Et parlant du portrait robot, on parle de tout militant actif, détenteur justement de sa carte du parti. Tout militant actif, ça veut dire quoi, tout militant actif? Ben, un militant actif, c'est un militant à jour de ses cotisations qui participe aux activités du parti, qui va aux réunions, qui participe aux réunions, qui participe aux instances et qui donne son avis lors des réunions. C'est ce qu'on entend par militant actif. Ce n'est pas un militant, ça s'oppose avec un militant dormant. D'accord. Alors, une caution de 2 millions de francs CFA, ça aussi, ça a laissé un peu interrogateur. 2 millions, on est déjà au niveau du parti, pas au niveau de la présidentielle, mais déjà 2 millions déjà comme caution, c'est énorme, non? Le code électoral dit qu'il pour être candidat, il faut déposer une caution de 25 millions. Ça, c'est que pour certains déjà, ça ressemble à de la plutocratie. 25 millions. Et donc, dans notre parti, qui est un parti sérieux, nous estimons que pour aller aux élections, il faut pouvoir réunir 2 millions pour montrer le sérieux. Nous ne souhaitons pas avoir des candidatures pour faire valoir. Le sérieux, ce n'est pas forcément lié à l'argent? Non, mais le sérieux également, lorsqu'on dépense et qu'on met du sérieux, on ne jette pas. On sait comment on gagne de l'argent. Et lorsqu'on va dépenser 2 millions, on sait qu'on n'a pas dépensé 2000 francs. Ça veut dire qu'on est vraiment engagé et qu'on a un programme et un projet. On ne vient pas pour rigoler. Est-ce que ça ne va pas limiter la candidature de gens capables, notamment par exemple des jeunes qui souhaiteraient pouvoir poser les candidatures, mais qui peuvent ne pas avoir ces 2 millions? Les jeunes vous ont-ils qu'ils n'ont pas les 2 millions? Si les jeunes vous disent qu'ils n'ont pas les 2 millions, personne ne s'est plaint. Je vous ai dit que la directive a été adoptée à l'unanimité. Ce n'est pas Edi Komboigo qui a adopté la directive. Et pour vous dire tout, je crois que la commission chargée des grandes questions, des grandes consultations électorales, avait proposé une caution de 5 millions qui avait été adoptée par le secrétariat permanent. Et après échange et observation du président d'honneur, nous sommes revenus à 2 millions. Peut-être que on s'est dit qu'avec 5 millions, on pourrait écarter des candidatures, mais les candidatures sérieuses doivent pouvoir réunir les 2 millions. Mais bon. C'est ce que la direction du CDP pense. D'accord. Alors, et pour désigner le candidat, on a ce collège-là de désignation composé des membres
du BEN, le Bureau exécutif national, le Haut Conseil, les secrétaires généraux des sections provinciales. Ce sont là des structures qui vous sont favorables, non? Favorables au CDP, c'est les structures de direction du parti. Le Haut Conseil, ce sont des anciens ministres, des anciens ambassadeurs, des gens d'un certain âge qui ont une grande expérience, qui peuvent aider à l'orientation et à la gestion du CDP, qui nous donnent des conseils. Ce ne sont pas des gens que l'on achète, c'est des gens posés. Le Bureau actif national, c'est le congrès, 7e congrès ordinaire qui l'a élu, qui lui a donné mandat de gérer la direction du parti. Donc, il parle au nom du parti. Donc, il décide au nom du parti. Les SG des 45 provinces sont les premiers représentants du CDP dans les 45 provinces. Il s'agit du président, du candidat à la présidentielle. Ce sont ces mêmes SG des 45 provinces qui font l'électorat. Alors, si vous prenez les 45 SG avec leurs sous-sections et leurs sous-sections, qui sont le premier représentant, participe, il donnera la voix de la province. Si vous prenez les membres du BEN qui ont été mandatés par le congrès du 7e congrès ordinaire, chacun a une voix qui pourra porter. Vous avez les membres du Haut Conseil également. Le tout mis ensemble, nous pensons que nous avons donné un collège démocratique. Est-ce que ça reflète le vote de la base? Puisque c'est la base qui a, bien sûr, c'est la base qui a élu les SG des provinces. C'est le Congrès qui a élu les membres du Bureau actif national. Donc, ceux qui participent au Congrès ont été élus par la base dans chaque province. Donc, voyez-vous, il n'y a pas plus démocratique que cela. On ne peut pas construire un collège plus démocratique, à moins que l'on veuille faire une primaire ouverte, mais nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas d'une organisation conséquente pour en arriver là. Peut-être que plus tard, les années à venir, le CDP arrivera à des primaires où on laissera le militant de base voter le candidat. Mais à l'étape actuelle, nous sommes obligés de nous contenter de ces 3 représentants qui ont par ailleurs été choisis par la base. D'accord. Alors, on sait que depuis le départ de Blaise Compaoré, quand même, les appétits se sont aiguisés au niveau de votre parti. Tout le monde se sent aujourd'hui capable de gérer le pouvoir d'État, de porter la candidature de votre parti. Et donc, aujourd'hui, on parle des éventuelles candidatures, par exemple. On a vu un journal qui a mis à la une notamment l'ancien Premier ministre Paramanga Ernest Yoli, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Joseph Paré, par exemple. Ce sont des candidatures qui se sont déjà manifestées? Je vous dis que les candidatures seront appelées à partir du 10, je crois, si le BEN consent le programme qui est proposé. Si c'est le 10, c'est à partir du 10 que nous connaîtrons les vrais candidats. Mais le CDP regorge de beaucoup de ressources humaines, de nombreuses ressources humaines, de qualité, de haut niveau, qui peuvent prétendre être candidats et diriger ce pays. Il y a des membres du Haut Conseil, il y a des membres du BEN, il y a des membres des sections également. Il y a des maires, il y a des députés qui sont là, qui ont un bagage conséquent qui peut leur permettre de prétendre et de manifester leurs ambitions. C'est pourquoi la directive a voulu être la plus démocratique possible pour permettre à tous ceux qui souhaitent le faire, de le faire. Mmh. Alors, Paramanga Ernest Yoli et Joseph Paré, ce sont des gens qui vous sont proches, non? Ben, c'est vous qui le dites, mais je pense que dans la vie du parti... Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de susciter aussi des candidatures qui, en vérité... Ce n'est pas moi qui suscite les candidatures, ce sont les candidats eux-mêmes qui suscitent leurs candidatures. Je ne sais pas d'où tirent les sources de ce journal qui a mis que 2 personnes, écarter le reste. Demander au journal, il peut en avoir un peu plus. Demander il peut avoir plus de 3 candidats au journal, s'il n'est pas sectaire, d'avoir limité aux candidats
à 3 personnes du parti. Il peut y avoir plus de 3 candidats, justement, pour ces primaires. Je vous ai dit que nous regorgeons de nombreuses ressources humaines, de personnes de qualité et de haut niveau. Une vingtaine, une trentaine. C'est quand même le CDP. Ce n'est pas les partis qui ont été créés en 2014. De tout acabit, qui nous rassemble des gens de tout venant. Non, c'est un parti organisé, structuré. Et c'est pourquoi je reste convaincu que le CDP regorge de plus d'intellectuels, de plus de cadres supérieurs capables de diriger ce pays. Donc il peut y avoir plusieurs candidats. Et ce candidat sera désigné définitivement quand? Le candidat sera désigné selon le programme qui va être proposé. Mais attention, je dis ce n'est qu'un programme proposé, mais qui va être adopté par le BEN au plus tard le 21 mars. Le 21 mars pour connaître donc la figure, en tout cas, qui va porter la candidature donc, du CDP pour 2020 à la présidentielle. Mais pour certains, quand on regarde le collège de désignation et tout ça, c'est comme si c'était un boulevard pour le président Edi Komboigo. Le président Komboigo vous a dit qu'il est candidat? On suppose que, bien sûr, parce que vous l'avez déjà manifesté. J'ai l'intention, avoir l'intention d'être candidat n'est pas déjà candidat. Vous l'avez d'ailleurs annoncé lors d'une de vos tournées à l'intérieur du pays. Vous avez été prendre les conseils auprès des sages. Non, je l'ai dit effectivement au moment où j'ai dit j'ai l'intention d'être candidat. Pour être candidat, il faut remplir les conditions. Aujourd'hui, la directive est prête. Et je peux vous le dire solennellement que Edi Komboigo sera candidat. Edi Komboigo sera candidat à la candidature du CDP. Et pourtant, pour l'actualité ces derniers temps, on a ouï dire que vous n'êtes pas le choix du fondateur, Blaise Compaoré. Ce n'est pas Blaise. Qui irait entre vous, c'est pratiquement le divorce. Non, Blaise Compaoré est un président d'honneur. C'est un père pour nous. C'est un sage pour nous. C'est pourquoi il n'est pas électeur. Je voudrais donner le collège électoral, il n'a pas son ordre d'État. On n'a pas mis le président d'honneur. Les membres du Haut Conseil, les membres du Bureau actif national, les SGD, sections des 45 provinces. Donc Blaise Compaoré ne choisit pas. Statutairement, il ne choisit pas. Il a des attributions qui lui ont été définies par le 7e congrès ordinaire. Il a le dernier mot. Et qui disent que Blaise Compaoré oriente et valide le choix du candidat aux élections présidentielles du CDP. Il donne des orientations. Ces orientations avaient déjà été données par une lettre en date du 25 mai 2019. Ces orientations ont été reprises dans la directive. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons attendu, quand nous avons adopté le projet de directive, nous lui avons soumise pour qu'il nous dise si ce projet de directive est conforme à ses orientations. Il en a mis du temps, mais il s'en a exprimé. C'est bien conforme à ses orientations. Et donc, nous poursuivons et nous déroulons le processus. Et pourtant, on a même entendu que des députés qui vous sont proches auraient même refusé une invitation de Blaise Compaoré à Abidjan. En tant que président du parti, je peux vous dire sans hésiter, sans hésitation, qu'aucun seul membre du CDP ne refuserait une invitation du président Compaoré. Ce n'est pas vrai, donc? Ce n'est donc pas vrai. Vous avez dit 3 députés. Pourquoi inviterait-il 3 députés alors que nous en avons 18? Ça n'a pas de sens. Il y a, à un moment donné, quelques députés qui ont demandé à aller le voir. Il les a reçus et nous avons vu malencontreusement un journaliste mal inspiré qui a certainement voulu faire, peut-être vendre son article en disant qu'il y a des députés qui sont proches d'Edi qui ont refusé d'aller voir le président Compaoré. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Pas du tout. Entre vous et Blaise Compaoré, il n'y a pas le feu? Mais écoutez,
puisque je viens de recevoir ces orientations en date le 26 et nous avons tenu notre réunion. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait forcément une crise entre le président d'honneur et le président du parti? Parce que nous travaillons en bonne intelligence et nous souhaitons que ça aille jusqu'à la fin de notre mandat. Il a son candidat, non? Je vous dis qu'il a les candidats, tous les candidats qui vont déposer leur candidature à la candidature sont les candidats de Blaise Compaoré. Mais en tant que président, normalement, vous devrez démissionner, non? Pourquoi devrais-je démissionner? Pour la transparence, pour l'équité? Non, les dispositions disent que, de la directive, que les candidats ne sont pas électeurs. Lorsque vous êtes candidat, vous devez sortir et laisser les autres élire le candidat à la candidature. Donc, vous ne participez pas, vous n'influencez personne. Vous déposez votre candidature et vous ne faites plus pas, si vous êtes membre du BEN, ou membre du Haut Conseil, ou membre ou SG des 45 provinces, vous ne faites plus partie du collège. Donc, il n'y a aucune influence possible. En tant que président, il n'y a aucune influence? Comment vous allez influencer? Dites-moi. Peut-être que chez vous, à BFM, on influence, vous influencez vos collaborateurs. Mais sachez que dans un parti, ce ne sont pas des agents. Nous sommes des collègues, nous sommes des collaborateurs. Voilà. D'accord. Donc, on attendra de voir comment va se manifester cette démocratie à l'interne qui devrait pouvoir, donc, au soir du 21, nous sortir ce candidat tant attendu au niveau donc, de l'ex-parti au pouvoir qui portera la candidature donc, du CDP à la présidentielle de 2020. Oui, c'est sous la condition que le BEN accepte les propositions que le collège et le président du collège électoral va leur faire. Si c'est fait, c'est ce même calendrier dont je suis en train de vous parler, c'est ce qui va être proposé. Si c'est accepté, ça sera cela. Si ce n'est pas accepté, ça peut être avant ou après. Mais je pense que ça va aller, ça va aller dans le sens. Eddy Kombouego, donc candidat à la candidature, pourquoi pensez-vous que vous êtes peut-être le bon candidat pour le CDP? Je suis un bon candidat parce que je suis un militant actif. Je respecte les statuts et règlements intérieurs. J'ai une certaine expérience et une expérience certaine. Je suis soutenu par un certain nombre de cadres du parti et je ne me sens pas seul. Je suis soutenu par des militants très actifs et nous pensons qu'avec eux, nous formerons une bonne équipe. Nous aurons un bon programme. Nous pourrions aller conquérir le pouvoir d'État. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres candidats ou d'autres militants qui peuvent être candidats également, être de bons candidats. Est-ce qu'il n'y a pas justement risque, parce qu'on sait aussi que les élections en Afrique, ce sont des occasions de crise également, est-ce qu'il n'y a pas risque de crise post-électorale, encore une fois, qui pourrait encore porter un coup justement à la participation de votre parti à la présidentielle? Si nous suivons strictement les directives que nous avons ensemble adoptées à l'unanimité, il n'y a pas de raison qu'il y ait des crises post-électorales au sein du CDP. Il s'agit d'appliquer à la lettre ce que la directive dit. Et c'est ce que nous tentons de faire. Est-ce que derrière aussi, la directive prévoit donc un engagement justement des différents candidats qui devraient respecter le résultat des urnes? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle les règles de la démocratie. Et la démocratie suppose que lorsqu'on va aux élections, celui qui a gagné puisse être accepté par les autres compétiteurs. Et au sein de notre parti, ça devrait être comme ça. Et ça doit être comme ça. Et ça va être comme ça. Et si Eddy Kombouego n'est pas élu au soir du 21? Eddy Kombouego appuiera celui qui sera élu. Sans hésiter. Sans hésiter. Je vous le dis. Vous savez-vous, mais retenez que Eddy Kombouego est un compétiteur. Tout ce qu'il a su faire dans sa vie, c'est de la compétition. Donc il va, en ayant à sa tête qu'il sera élu. Parce que récemment, on a vu aussi un ensemble de partis politiques aussi
appelé donc à votre candidature. Donc, on se demande si Edi Kombobo ne serait pas en train de préparer son plan B. Au cas où ça échoue au CDP. Nous allons signer un document clair que si on n'est pas retenu, on n'a pas le droit d'aller se faire porter candidat ailleurs. Ah bon? Edi Kombobo est celui qui respecte les statuts et les règlements intérieurs de notre parti. Il les respectera, tout comme les autres, à moins que, si vous voulez pas être candidat du CDP, si vous voulez être candidat du CDP, si vous signez cet engagement, vous êtes obligé de respecter strictement ce que vous avez écrit. Edi Kombobo ne sera pas candidat indépendant ou candidat d'un regroupement de partis? Pourquoi voulez-vous que j'aille être candidat indépendant? Si je voulais l'être, maintenant que je l'aurais annoncé, je suis président d'un parti, j'ai un engagement avec ce parti depuis le 7e congrès ordinaire et bien avant le 6e congrès ordinaire, et nous continuons ensemble. Je ne devrais pas être la personne à trahir, parce que je suis un exemple pour toute la jeunesse et pour tous les militants du CDP qui m'ont fait confiance. Je ne devrais pas trahir leur confiance. Je ne suis pas celui qui trahit. D'accord. On va évoluer en espérant justement que les choses vont bien se passer pour vous le 21 mars prochain, si effectivement cette date est maintenue pour le choix du candidat. Mais derrière, est-ce que déjà, c'est pas assez tard quand même pour le choix de votre candidat? 21 mars, on est déjà, novembre n'est pas loin. Non, pas tard pour un parti comme le CDP. Ça pourrait être un tard pour les petits partis de rien du tout. Mais le CDP est une machine, une grande machine organisée, structurée, qui est représentée dans les 45 provinces, dans les 368 communes et arrondissements. Dans les 9567 villages que compte le groupe. Est-ce que ces incertitudes juste là qui ont plané sur le choix de votre candidat, du candidat de votre parti, n'a pas amené des militants à aller voir ailleurs justement? Quelle incertitude? De quelle incertitude vous parlez? Tous ces bisbilles au sein du parti, le fait que jusqu'à présent on ne sait pas qui va porter la candidature du parti, ça peut faire douter le militant à la base. Vous l'avez si bien dit qu'il y a des partis déjà qui ne sont pas du CDP qui ont appelé et qui ont soutenu la candidature de Edi Kombobo. Donc s'il y en a qui partent, il y en a qui viennent. Peut-être que ceux qui vont venir seront plus nombreux que ceux qui vont partir. Et j'en suis certain, d'ailleurs. D'accord. Alors, sur la question de l'opération d'enrôlement justement des électeurs qui se passe actuellement, comment vous trouvez le processus? Parce que jusque-là, on a vu pour la diaspora peu d'inscrits et il y a aussi ce risque au niveau national. Non, il faut dire que c'est un échec, déjà. À mi-parcours, c'est un échec. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la CENI l'a dit, l'enrôlement au niveau de la diaspora donne un résultat médiocre. Nous sommes à moins de... En partie grâce à cause de vous aussi? Non, pas du tout, pas du tout. Qui n'avait certainement pas joué votre rôle. Vous savez, le CDP a toujours été d'accord qu'on ne prépare pas les élections de la diaspora en une seule année ou en quelques mois. La diaspora avait été déjà préparée pour participer au vote depuis 2011, 2012, où nous avons ensemble, par loi, adopté une loi qui dit que la diaspora devait voter sur la base de la carte consulaire, sur laquelle il est écrit d'ailleurs qu'elle tient lieu de carte d'identité burkinabé. En 2018, la majorité MPP est venue changer cette loi en disant que l'on utilisera comme document de votation que la carte d'identité et le passeport. Qui semblent être les Nous documents avons fiables. contesté. Comme la carte consulaire est également fiable. Vous savez, si vous allez en Côte d'Ivoire, le caractère biométrique, elle est plus biométrique que celle que nous utilisons ici. Il a fallu reparamétrer le caractère biométrique pour que ça puisse, même les appareils ivoiriens puissent l'utiliser parce qu'il est d'une technologie très avancée. Alors, voyez-vous, ça a été refusé par la majorité de MPP. Nous avons beau crier, ils ont dit qu'ils ont une majorité, ils font ce qu'ils veulent. En 2019, il a plu au président Kaboré de demander qu'il y ait un dialogue politique entre les partis, la PMP, la majorité présidentielle, et les partis de l'opposition. Nous avons encore défendu ce point de vue, que la diaspora puisse voter sur la base de la carte consulaire biométrique. Ça a été
rejeté. Je pense que c'est le seul point de non-consensus. Mais un point très important et capital, la loi a été votée en 2000, le code électoral a été voté en 2020. Mais vous avez vu constater que dans ce même code électoral de 2018, il était dit qu'on ne votera, que la diaspora ne votera que dans les ambassades et dans les consulats. L'enrôlement a précédé le vote de la loi de 2019, le code électoral voté en 2019. S'ils sortent, ils ne peuvent que enrôler dans les ambassades et les consulats. Mais comme il y avait le dialogue politique, s'il y avait la bonne foi de la majorité, c'est que le ministre des Affaires étrangères sur la coopération instruise les ambassadeurs d'écrire aux États pour demander d'autres lieux en accord avec le pays. Dans tous les cas, c'était un accord que nous avons convenu, qui était dans le projet de loi, même si elle n'avait pas été votée. On pouvait les enrôler sous condition que la loi ait été votée. La CENI est sortie le 4 janvier en Côte d'Ivoire, avant que la loi soit votée. Elle ne pouvait qu'enrôler que dans les ambassades et dans les consulats. Ça a donné ce que nous connaissons, moins de 1% sur un effectif attendu d'enrôler de 2,5 millions, on n'a pu enrôler qu'environ 24 000. Donc, voyez-vous, moins de 1%. C'est ridicule au regard des montants engagés pour aboutir près de 5 milliards. Et pour regarder, pour que l'ensemble de la diaspora vote, il y a un budget de 30 milliards. Ça nous ramène, à l'époque, le président de la CENI avait fait le calcul, entre 8 000 et 12 000 francs par vote de la diaspora. Aujourd'hui, si on s'arrête à 24 000, nous sommes à 1 250 000 de dépenses pour qu'un seul Burkinabé de la diaspora vote. C'est excessif pour notre économie fragile. Ça montre l'échec de ce gouvernement qui n'a pas donné les moyens à la CENI. C'est pour ça que certains pensaient qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir le vote à la diaspora. Non, c'est nécessaire, mais il faut qu'il y ait la bonne foi du gouvernement. Le gouvernement n'est pas de bonne foi. Et nous constatons ces résultats, nous dénonçons, nous tentons de parler, parce qu'il y a le comité de suivi des recommandations du dialogue politique. Nous nous rencontrons, l'opposition attire l'attention, ils sont toujours d'accord, mais quand on se lève, il n'y a pas de résultat. Nous avons également dit, lors de ce dialogue politique, qu'il fallait prolonger la vie des cartes d'identité sur le plan national. Celles qui vont aller à expiration avant la date, il faut leur donner une vie jusqu'au 31 décembre 2021. De sorte à laisser seulement l'ONI à organiser, à confectionner les cartes d'identité pour ceux qui venaient d'avoir 18 ans ou ceux qui ont perdu leur carte. C'était un acquis au dialogue politique, mais jusqu'à présent, la disposition n'est pas prise. Nous avons rappelé, on nous a dit que c'était un décret présidentiel. Le décret présidentiel n'a pas été pris. Nous avons interpellé nos collègues du dialogue politique qui nous ont dit qu'en définitive, le gouvernement a dit que c'est une loi. Mais pour écrire une telle loi, on n'a pas besoin de deux phrases. C'est une page, et puis la loi est là pour que nos compatriotes qui ont des cartes d'identité qui sont expirées puissent aller s'enrôler. Dans tous les cas, ils sont référencés au niveau de l'ONI. Ça aurait pu alléger la tâche de l'ONI. L'ONI est débordée, interpellée de partout. Elle n'a pas les capacités de délivrer autant de cartes d'identité à tout le monde dans ce laps de temps. Et cela avait été déjà exposé par l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez? Que l'on sorte marcher, on va nous dire, ah mais tiens, ils ont marché pour les élections, alors que le pays est en guerre. Nous avons attiré l'attention du gouvernement. Mais nous voyons que non seulement ils n'ont pas la bonne foi, mais ils sont à court d'imagination. C'est pourquoi j'ai, dans une interview, dit qu'il est plus nécessaire de continuer avec ces gens. Aidez-nous à booster la majorité MPP, à sortir
à les amener à débarrasser. Pour cela, il faut convaincre les Burkinabés. Et là, visiblement, les Burkinabés attendent toujours d'être convaincus par votre offre, votre alternative. Ça aussi. Vous avez le temps, vous en aurez le temps, point par point. Nous allons vous expliquer le programme du CDP au moment venu. Le programme du candidat qui sera choisi sera enrichi par l'ensemble du CDP. Le CDP a déjà fait ses preuves en 27 ans. C'est pourquoi je vous dis que si nous avons déjà fait notre preuve, c'est déjà... Et justement, visiblement, c'est ça qui est la conséquence de l'insurrection. C'est déjà une raison de satisfaction. La raison de l'insurrection, ce n'est pas cela. Nous sommes allés pour modifier une disposition constitutionnelle qui aurait pu nous éviter ce que nous vivons aujourd'hui, cette crise de gouvernance, et préparer une relève et anticiper sur ce qui nous arrive. Malheureusement, on n'a pas été compris. Nous tirons tous les conséquences de ces événements des 30 et 31 octobre avec beaucoup de sagesse. Nous regardons maintenant comment faire mieux demain. En tout cas, ce qui est certain, si le CDP revenait avec la confiance du peuple et revenait au pouvoir, il fera mieux que ceux qui ont géré pendant les 27 ans, donc certainement mieux que ceux qui sont en train de nous gérer en mouta-mouta. En attendant, il faut amener beaucoup de Burkinabés dans les urnes. Et là aussi, on sent que ça ne mobilise pas, la question électorale semble ne pas mobiliser beaucoup de Burkinabés. Au niveau de votre parti, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un travail à faire au niveau des partis politiques, justement, pour permettre à chaque Burkinabé de disposer d'abord de la carte nationale d'identité burkinabé, mais après, justement, pour pouvoir avoir la carte d'électeur et aller aux urnes? Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de l'opposition, ce travail n'est pas fait et c'est le parti au pouvoir qui mène l'offensive à ce niveau. On voit un peu ces opérations de délivrance de carte nationale d'identité burkinabé par des personnalités du pouvoir, par exemple. C'est regrettable. Au-delà de leur échec dans la gouvernance, ils nous sont en train de nous enseigner la division, la ségrégation. Comment ça? Ils ne traitent pas les Burkinabés d'une manière équitable. Ils amènent beaucoup d'argent, ils font des cartes que pour les partis de la majorité. Et où est-ce qu'ils gagnent ces sous? Quand on connaît le niveau de revenus des ministres, c'est certainement les pauvres impôts que nous payons qu'ils sont en train de détourner. Et c'est regrettable pour un pays comme ça. Et ensuite, ils nous enseignent le fait que si vous n'êtes pas de leur parti, vous n'avez pas droit à une carte d'identité. C'est même ce que nous avons vu sous Blaise Compaoré. Il a fait une subvention où la carte d'identité était obtenue à 500 francs. Le gouvernement nous a dit qu'on n'a pas les moyens de le faire. Le chef de file de l'opposition a fait le tour des institutions internationales et a pu mobiliser près de 12 milliards pour qu'on subventionne. Mais il fallait que le gouvernement suive et lève ces fonds-là pour subventionner la carte d'identité burkinabé. Ça n'a pas été fait. C'est pourquoi je vous dis qu'ils sont de mauvaise foi et peut-être qu'ils ont peur de l'électorat burkinabé puisqu'ils n'ont pas de bilan à présenter. Entendez-vous encore parler du PNDS? Ces gens n'ont plus de repères. Le PNDS, justement, qui est bouclé, d'après le Premier ministre, on est en train de penser à un autre plan. Mais attendez, il faut déjà faire le bilan du PNDS avant qu'on ne pense à un autre plan. Vous avez déjà entendu faire le bilan du PNDS? Non, ils n'ont jamais fait le bilan du PNDS. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas passer d'un plan à l'autre sans avoir fait le bilan. Ça veut dire également qu'ils n'ont plus de repères. Rien que pour prendre un exemple, dans le PNDS, il n'y avait pas d'impôt il n'y avait pas d'ITS sur les indemnités des fonctionnaires, mais ils le font. Ils sont perdus, ils n'ont pas de recettes, ils ne peuvent même plus boucler le budget de l'État. Il faut qu'ils partent le plus rapidement possible et comme la date constitutionnelle, c'est le 22, le peuple burkinabé saura dire. Ce n'est pas parce que le peuple burkinabé, les Burkinabés ne veulent pas aller au voter, ce n'est pas parce qu'ils ne s'intéressent pas au vote, mais le gouvernement de la majorité, le gouvernement Rochman Christian Kaboré, travaille à ne pas leur donner les moyens d'aller les sanctionner le 22 novembre prochain. En ne leur délivrant pas de carte d'identité, en ne leur permettant pas de s'enrôler. La seconde zone... C'est à chaque citoyen de s'offrir quand même une carte nationale d'identité. Nous avons commencé l'enrôlement dans la première zone, qui est composée de 3 sous-zones. Dans la première sous-zone, il y a environ 30%
La CENI dit 33, c'est à peu près 30% de personnes enrôlées. Sur une attente de 663 000, c'est lui qui a fait le bilan, personnes enrôlées. Ils n'ont pu enrôler que, si ma mémoire est bonne, 200 385 personnes. Voyez-vous, c'est environ 30%. Nous sommes passés à la seconde zone et là encore, le taux est moins. Sur 900 000, on n'a plus enrôlé qu'environ 300 000, je crois. Un peu moins de 300 000. Voyez-vous? Pourquoi? Quand on se pose la question, les gens disent qu'on n'a pas de carte d'identité. Nos cartes d'identité sont périmées, sont arrivées à expiration. Nous voulons aller nous enrôler, mais nous n'avons pas de carte d'identité. Nous voulons aller nous enrôler, nous n'avons pas d'argent pour refaire les cartes d'identité. Ce n'est pas subventionné. Nous nous intéressons à la vie de notre nation. Nous sommes des patriotes qui doivent donner leur voix au choix des prochains dirigeants. À partir du moment où la question des cartes périmées, ça a été un acquis du dialogue politique, pourquoi vous, au niveau de l'opposition, vous ne relancez pas les choses au niveau donc, du chef de l'État pour que cet engagement soit respecté? Nous l'avons si bien dit, je vous l'ai dit tantôt, que nous avons relancé une deuxième fois. C'est une troisième fois maintenant que nous avons. Puisque en fait, la décision a été prise que d'abord, il fallait qu'on puisse utiliser les cartes d'électeurs. On leur donne une vie jusqu'au 31 décembre 2021. Et en même temps, on donne une vie aux cartes d'identité jusqu'au 31 décembre. Ils ont choisi de donner une vie aux cartes d'électeurs jusqu'au 31 décembre 2021. Et pour les cartes d'identité, ils ne disent rien. Si vous allez pour vous enrôler avec une carte expirée, non, on ne peut pas prendre. Et nous relançons. On nous dit oui, c'est un décret présidentiel. Et après, on vient vous dire non, ce n'est pas un décret présidentiel, c'est une loi. Mais faites une loi. Nous espérons que, je pense que la session parlementaire vient de commencer, on devrait poser cette loi-là en première position. Elle ne demande pas beaucoup de jours pour écrire une telle loi. Elle est adoptée, promulguée. Ça permettrait à la CENI d'aller enrôler le maximum de personnes. Aujourd'hui, la responsabilité, on veut faire croire que c'est la CENI. Non, c'est le gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré qui n'en veut pas. Et je sais que le peuple burkinabé saurait les sanctionner le 22 novembre prochain. Sans carte d'électeur, ce n'est pas possible de sanctionner. Ceux qui auraient la chance de le faire vont les sanctionner. D'accord. En attendant, il y a cette question de l'UTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, qui fait polémique. Le gouvernement, désormais, au-delà donc, du fait que les fonctionnaires payaient déjà cet impôt sur le salaire de base, désormais, le gouvernement veut donc l'élargir aux primes et indemnités dans le public, comme c'est le cas au niveau donc, du privé. Vous pensez que le gouvernement a raison à ce niveau, en parlant justement de justice fiscale, d'équité, ou pour vous, il s'agit là d'une provocation tout simplement? C'est encore une fois de plus la mauvaise foi du gouvernement Kaboré et compagnie. Les syndicats ont fait un constat depuis les événements du 30 et 31 octobre, pendant la transition, qui n'avaient pas de revenus assez consistants pour survivre. Des efforts ont été faits. Le Premier ministre Zida a dû signer des accords avec eux pour augmenter leurs revenus. La partie des revenus qui ont été augmentés, c'est pas le salaire de base, mais plutôt les indemnités et les primes. Donc, pour compenser le manque à gagner du salaire de base. Les syndicats ont réclamé une justice en disant, voyez-vous, vous avez augmenté nos primes et indemnités pour nous donner un niveau de vie. Mais ceux du secteur privé vivent depuis des décennies l'impôt sur les traitements et salaires, l'UTS. Pour donner une équité, nous vous demandons de lever l'impôt qui frappe leur salaire ou leurs primes et indemnités. Comme ça, nous serons à équité. De bonne foi. L'État dit, puisque vous voulez l'équité, au lieu de lever l'impôt qui frappe leurs indemnités et salaires,
des primes plutôt. Nous allons vous imposer des IUTS sur vos indemnités salaires. Comme ça, vous serez acquittés. Vous voyez, c'est un regard piètre pour des gouvernants. Vous êtes expert en finance, le gouvernement quelque part a bien raison, sûr, non, le gouvernement n'a pas raison. Le gouvernement montre qu'il n'a aucune capacité. Je veux dire, ils sont en cours d'imagination pour collecter des ressources pour notre pays. Nous en avons tellement de niches pour aller prélever des ressources. Comme quoi? Ça est dans notre programme. Je vous le dirai au moment venu. Mais nous ne sommes pas au gouvernement. Eh bien, s'ils sont en cours d'idées, s'ils sont incapables, il faut débarrasser le plancher. Il n'y en a pas 90 000 solutions. Et pendant 5 ans, vous avez prêté serment. Vous avez fait un programme que vous appelez le PNDS. Et vous avez dit aux travailleurs, nous vous encourageons à travailler. Nous allons vous accorder des primes et des indemnités. Nous n'allons pas vous toucher sur le plan impôt. Et vous faites exactement le contraire. Voyez-vous pourquoi je crois? Mais je pense qu'ils sont plus piètres que de mauvaise foi. Parce que lorsque vous regardez les cadres du NPP, ce sont des calculateurs politiques qui veulent gagner des élections. Et nous sommes à notre dernière année de leur mandat. Donc, ils se disent que s'il y a des impôts sur les salaires, les travailleurs iront en grève. Ils sont en grève. Ils préparent une situation. Ils préparent des grèves, ils préparent des marches. Ou ils veulent vraiment pourrir la situation pour ne pas avoir à organiser les élections. Ah, vous pensez que c'est bien sûr, un plan c'est possible. pouvoir? Lorsque nous regardons le processus électoral, la manière dont ils n'ont pas donné les moyens à la CENI, ils ont passé le marché pour acheter les kits en 2020, alors qu'ils devaient le faire en 2019. C'est pour que la CENI n'ait pas les moyens d'enrôler les gens. Ils sont avec du matériel vieux. Quand vous regardez la manière dont ils se préparent contre le terrorisme, on n'a pas l'impression qu'il y a un engagement franc. C'est comme s'ils laissaient faire. Et ici encore, ils viennent ajouter des impôts. Donc, pourrir la situation pour avoir reporté la date des élections, ou bien ils sont dans une situation financière catastrophique où ils n'ont plus rien, ils craignent de ne pas pouvoir payer les salaires. N'oubliez pas aussi que les partenaires techniques et financiers Ils aussi craignent de ne demandent pas des réformes. pouvoir payer les salaires. C'est peut-être là aussi qu'il faut comprendre. Et donc, ils font ils opèrent des redressements ou des opérations fiscales à la limite inhumaine au regard des travailleurs. Et moi, je pleure dans mon cœur lorsque je vois des choses comme ça. On peut mieux faire. Et s'ils ne sont pas capables, il n'y a pas d'autre moyen que de leur demander de partir. Partir le 22 d'une manière démocratique, le 22 novembre prochain. Ça veut dire quoi? Que si le CDP revient au pouvoir, l'UTS sur les primes indemnités au public, vous allez mettre ce projet-là, vous n'allez pas l'appliquer puisque la loi est déjà votée. Les syndicats savent que le CDP va discuter avec eux. Et ce que le CDP va prendre comme mesure, ça sera dans leur intérêt. J'en donne ma parole. Nous n'avons pas besoin de mettre un pays déjà en guerre, dans une situation de grève. Mais qu'est-ce qu'on veut en définitive? Parfois, on se lève le matin, on se demande, ce pays-là, a-t-on des cadres dans ce régime? On se pose des questions. C'est vraiment triste pour notre pays. Oui, mais et c'est pourquoi le CDP doit forcément revenir. Non, quand nous gouvernions, nous n'avons jamais eu autant de grèves perlées, autant de grèves continues, autant de revendications au point où l'économie... Mais c'est difficile aussi de réussir des choses dans un contexte pareil où il y a autant de grèves, gérer, c'est prévoir. Une situation sécuritaire assez compliquée. Gérer, c'est prévoir. Si vous laissez plonger notre pays dans une situation d'insécurité totale, vous savez que les conséquences sont économiques et sociales. Ils n'ont pas pu prévenir. Ils ont passé le temps à indexer des gens qui ne sont pas coupables, qui ne sont pas co-acteurs. Ils ont passé 4 ans à le faire pour se réveiller en 2019 pour dire, après le dialogue politique, ah oui, vous aviez raison, ce n'était pas vous. Et même là encore, ils font parfois des pics. Il a fallu que je demande à ce que le procureur
fasse appel à aller chercher quelqu'un qui nous attaque pour que la tension baisse un peu. Si tant est vrai que ce qu'il dit là, il en a des preuves. Est-ce que aussi l'opposition ne fait pas là dans l'opportunisme, justement, sur cette question de l'UTS, c'est-à-dire on tape sur le pouvoir, parce qu'on se dit, on est en année électorale aussi, il vaut mieux être avec les travailleurs, il vaut mieux être dans cette dynamique, mais peut-être une fois élu, vous allez faire aussi comme le MPP. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est de l'opportunité. Lorsqu'on sait que l'adversaire est faible, il faut le dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est que tous les Burkinabés vivent le mal de leur gouvernance. Le vivre ensemble a disparu. La haine se construit tous les jours. L'incivisme prend le terrain. L'autorité de l'État s'effrite. Nous n'avons aucune économie qui se construit. Les industries se ferment. Les projets s'en vont. Même les unités industrielles minières qui nous rapportent autant sont attaquées par les terroristes. Ils laissent faire. Il faut prévenir tout cela. Si vous laissez faire tout cela, ça veut dire que la conséquence est sociale. Et ce que nous allons vivre aujourd'hui. Ils ne sont plus à mesure d'avoir des imaginations fertiles pour amener notre pays à retrouver la paix sociale. La paix d'abord, tout court, la paix sociale, la croissance et le développement. C'est pourquoi le CDP revient pour donner des perspectives nouvelles. Vous pensez qu'il y a de la crise dans le secteur des médias publics? Là encore, voyez-vous, je vous ai dit que ces gens-là sont une ruse médiocre. Pourquoi aujourd'hui attendre la dernière année pour faire ce bouleversement? C'est juste pour amener les gens des médias qui leur sont proches pour occuper les avant-postes des médias et comme ça écrire ce qu'ils veulent entendre. Mais je pense que tout cela, c'est perdu d'avance. Lorsque j'ai vu la réaction du syndicat des médias, ils ne se laisseront pas faire et qu'ils sachent que le CDP est derrière eux. D'accord. Alors, l'actualité pour terminer, c'est aussi cette annonce historique, jugée historique en tout cas, du côté de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui dit qu'il ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Comment vous l'avez apprécié, vous? Non, je pense qu'il fallait s'attendre à ça. Il l'avait déjà dit, mais en fait, les gens ne sont pas attentifs. Sa déclaration ne m'étonne pas parce qu'il l'avait déjà dit. Et quand on voyait faire, on sentait qu'il préparait sa relève. Il dit qu'il passe le pouvoir à une jeune génération. C'est un langage quelque peu maladroit, mais c'est qu'il pense que c'est pas qu'il transfère. Il pense qu'il est nécessaire de laisser une jeune génération venir au pouvoir avec des idées plus fraîches. C'est ce qu'il dit. Cette démarche, ça doit vous plaire, vous, au niveau, par exemple, vous et Di Komboigo, c'est aussi ce débat de génération aussi qui est posé. Ce n'est pas à moi seul. Savez-vous, M. Guébré, une vie a une courbe. On est bébé, on grandit, on devient enfant, adolescent, on devient un homme plein, on fait des enfants, on les éduque également. À un moment donné, on devient vieux, et c'est la vieillesse et la mort. Dans toute activité, toute vie a une courbe. Elle va comme ça. Vous ne pouvez pas être à la phase descendante et vous voulez toujours être comme si vous comportez comme si vous étiez à la phase ascendante. Donc c'est tout à fait normal. C'est la nature qui nous a donné ça. C'est Dieu même qui l'a fait. Chez nous, les Mossi, on dit n'est-ce pas? Ça veut tout simplement dire que lorsque on vit, on procrée, et parce qu'on sait qu'on va partir un jour ou l'autre, il faut préparer la relève. Il prépare démocratiquement la relève, et c'est une belle sortie, et je profite de l'occasion pour l'admirer, parce que c'est un aîné que je m'en inspire certainement, qu'on partage toujours sur les mêmes points de vue, sur le plan économique, sur le plan de gestion, mais il s'est battu pour son peuple. Il a peut-être aussi sûrement bénéficié des conseils de votre fondateur, Blaise Compaoré, qui n'a pas su en son temps faire pareil. Je crois que le président Ouattara, c'est un président qui écoute, qui a beaucoup de conseillers. Le président Compaoré, peut-être l'a conseillé, j'en sais rien,
Il fait partie de ceux qui l'ont conseillé, j'en sais rien, mais il a beaucoup de conseillers. Et, il a bénéficié de beaucoup de conseils. Et lui-même, c'est un homme qui conseille, qui aime conseiller. Au même moment, au Togo, Faure poursuit toujours plusieurs mandats, son actif, même s'il est encore jeune, c'est bien ça. Mais là, ça pourrait être le scénario chez nous, non, en novembre prochain, c'est-à-dire que le pouvoir remporte encore les élections au Lémé. J'ai dit qu'il soit à court d'idées. Faure encore jeune, vous avez dit. C'est pas moi qui vous le dis, c'est vous-même qui avez constaté qu'il est jeune. Parmi ceux qui nous gèrent, le président n'est pas jeune. Il a géré le pays pendant des années, pendant des décennies, aussi les 27 ans, il était là. Et donc, il a court d'imagination. C'est pourquoi il doit partir. Démocratiquement, qu'il ait le courage, s'il est battu, de transmettre le relais à un plus jeune, plus frais, plus compétent. Parce que si nous aussi on gagne le pouvoir, un jour ou l'autre, on va partir et laisser le pouvoir de plus jeunes. C'est quoi ça, les leçons que nous devons tirer de notre propre histoire? Merci, Monsieur le Président, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. On est en fin d'émission. C'est moi qui vous remercie de nous avoir reçus. Merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.